Le démantèlement de la conjuration de Pison commence à sonner le glas de la fin du règne de Néron. En effet, cette conjuration, ainsi que dans d'autres soulèvements et révoltes qui viendront bien après, ce sont en fait les proches de Néron qui sont directement concernés et qui composent principalement ces révoltes. À cela, il faut également ajouter la manifestation plus ou moins affirmée d'un très fort mécontentement généralisé tant chez les sénateurs que dans d'autres classes nobles, mais également chez les soldats. Ce mécontentement a pour origine plusieurs choses, notamment l'image de Néron, enfin du moins l'image de l'empereur à l'international, notamment par rapport aux exécutions, aux crimes qui sont imputés à Néron, mais également le fait que l'empereur s'adonne de plus en plus à ses hobbies et qui commence un peu à avoir une image quelque peu gênante. Par ailleurs, la période se caractérise aussi par le fait que Néron est totalement seul au pouvoir, il n'y a plus aucun garde-fou autour de lui pour s'assurer qu'il ne péricte pas, ce qui fait que Néron bascule vers un despotisme très affirmé avec des petites touches de théocratie autour du culte d'Apollon, voire même de sa propre personne. Je rappelle que Néron a été très fortement éduqué dans le stoïcisme et très fortement éduqué aussi dans la théocratie à l'égyptienne que Sénèque lui a inculqué depuis, on va dire, ses jeunes années. À cela, il faut également ajouter une grande impopularité qui grandit de plus en plus, qui amène à des soulèvements un peu partout dans l'Empire, provoquant ainsi la destruction de Néron au sens, on va dire bien entendu figuré du terme, ainsi qu'à la mort de ce dernier. En effet, le démantèlement et la répression de la conjuration de Pisan transforment profondément Néron, tant physiquement que mentalement. En effet, sur les pièces de monnaie, justement, qui sont de cette époque, on peut voir que Néron a totalement changé physiquement. Il est de plus en plus, on va dire, gras, bouffi, même s'il a une légère barbe et qu'il reste quand même soigné, il n'empêche qu'on voit que l'empereur a énormément changé physiquement et que, comme on le sait très bien, quand l'empereur change, beaucoup d'autres choses aussi suivent. Au niveau mental, Néron devient de plus en plus craintif, effrayé, ou du moins, il bascule un peu dans une certaine forme de paranoïa. Il a une tendance un peu agressive, ce qui dénote un peu avec ce caractère ambigu qu'on avait déjà vu au préalable. Et surtout, certains historiens, ou du moins certaines sources, véhiculent une espèce un peu de dédoublement de personnalité, à savoir que l'empereur ne distingue plus l'imaginaire du réel, vu qu'il est toujours dans ses représentations théâtrales. Pour lui, le monde est un théâtre et en fait, il ne distingue plus ce qui relève de la fiction, entre guillemets, et ce qui relève du réel également. Il bascule d'une certaine manière, si on voulait faire quelque chose d'un peu imagé, vers le côté obscur de la force, de plus en plus et peut-être encore plus à cette époque-là, ce qui fait que, on le verra dans la fin de cet épisode, que ça va l'amener petit à petit à sa chute. Par ailleurs, il était déjà connu pour avoir des mœurs quelque peu libérées dès le début de son règne, mais là, c'est poussé carrément à l'extrême. Et c'est à cette époque-là, justement, qu'on impute à Néron certaines choses à ce moment-là. Notamment qu'on s'interroge aussi sur une éventuelle bisexualité. Alors attention, il ne faut pas voir Néron un peu comme un bisexuel en puissance, c'est juste que quand on lit les historiens, quand on lit les sources, on peut se poser la question. Mais encore une fois, je vous le dis, ce n'est que une hypothèse et c'est à prendre avec des pincettes. À l'automne 65 après Jésus-Christ, Pompée, son épouse, meurt. Alors on suppose qu'elle est morte d'un avortement qui se serait très mal passé. Et cette dernière est embaumée un peu à l'égyptienne, donc ça veut dire avec tous les rites d'embaumement qu'on avait déjà vu quand on avait abordé Anubis. Et cette dernière est divinisée, donc elle est érigée au rang de déesse, au rang de divinité. La mort de cette dernière est relayée par certains historiens, mais avec un peu le décortiquage des sources, les historiens modernes donc de notre temps ont pu constater qu'il y avait un peu une espèce de mélange volontaire de la part des historiens contemporains de l'époque, dans des historiens antiques, entre deux récits, à savoir qu'on impute la mort tragique de Pompée à Néron, mais du moins dans ce cadre-là, les historiens du moins antiques de l'époque vont dire que Néron aurait tué sa femme en lui donnant des coups de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte. Or, les historiens actuels se sont aperçus qu'en réalité, les historiens, enfin du moins les écrivains, les auteurs de cette époque, avaient mélangé deux histoires, c'est-à-dire les circonstances de la mort de Pompée et les circonstances de la mort de l'épouse d'un tyran corinthien qui date du 6e siècle. Donc en fait, on a voulu rendre Néron beaucoup plus cruel que ce qu'il est, alors qu'en réalité, Pompée est morte, non pas de ça, mais elle est morte tout simplement, alors selon bien sûr les sources que vous allez consulter, très probablement d'un avortement raté. Suite à cet événement, Néron bascule un peu dans une espèce un peu de folie à ce niveau-là, et il est connu pour avoir épousé un esclave, Sporus, qui selon les sources ressemble étrangement à Pompée, ou du moins que Néron va faire de plus en plus ressembler à Pompée, et qu'il aurait castré. Donc l'histoire que Néron aurait épousé dans un élan de folie un esclave qu'il aurait fait castrer est pas quelque chose qui est surfait, c'est quelque chose qui est le cas. Ce mariage se déroule dans le cadre
d'une vraie cérémonie et il accorde à son époux une dot et il l'habille en femme. Pour l'occasion, il lui fait porter ce qu'on appelle le flammeum, c'est-à-dire le voile traditionnel des mariés pour cette époque. En 66 après Jésus-Christ, Néron cherche également à se remarier, on va dire de façon officielle, de façon entre guillemets normale pour l'époque. Encore une fois, c'est normal pour l'époque, c'est pas normal par rapport à la nôtre. Donc il va se mettre à chercher une troisième épouse. Son dévolu va d'abord se porter sur Antonia, la fille de Claude, sauf que cette dernière refuse. Elle lui fait comprendre que l'homme qui a assassiné son frère, on ne sait pas trop s'il est à l'origine de la mort de son père, et avec tous les crimes qu'il a, elle a fait merci mais non merci, ce qui n'a pas forcément plu puisqu'elle est morte peu après. En second et dernier choix, il va orienter son choix vers une veuve, c'est Stalia Messalina, donc une veuve déjà, qui a des fils et qui pourrait éventuellement lui en donner, et surtout c'est une femme qui est riche, donc sachant que les dépenses que Néron a occasionnées pendant son règne sont assez conséquentes et elles vont l'être encore plus après. Une femme qui a déjà un bon patrimoine, c'est pas négligeable. Et en plus, chose qui est quand même importante, elle est passionnée de poésie, donc voilà, les deux sont faits pour s'entendre. À côté de ces changements chez Néron et dans sa vie privée, il faut également souligner des changements d'un point de vue politique. En effet, à partir de 65 après Jésus-Christ, Néron veut instaurer une espèce de théocratie basée sur à la fois le modèle grec et sur le modèle égyptien, c'est-à-dire être associé à un dieu et être considéré comme un dieu d'une certaine manière, si on voulait essayer de l'expliquer de façon un peu plus générale. Et à justement cette espèce de modèle un peu syncrétique qu'il voudrait créer, il veut ajouter quelques touches en fait des règnes de ses prédécesseurs, donc d'Auguste, Claude, etc. et du stoïcisme dont il a été plus ou moins biberonné depuis toujours. Dans ses inspirations grecques, Néron préfère le modèle plus du nord du Péloponnèse que du centre, on va dire, de la Grèce, de la Chaïe ou encore de la Macédoine et de l'Asie mineure. Je rappelle que à cette époque-là, la Grèce avait aussi également des colonies, donc il n'est pas forcément fou de vouloir, pour Néron justement, de vouloir s'inspirer des modèles un peu justement de ces colonies-là. Donc on a le centre du Péloponnèse et dont la Grèce, et on a aussi des modèles, peut-être aussi des affinités régionales dont les colonies grecques. Concernant l'Égypte, il souhaite un peu copier l'équivalent du pouvoir théocratique pratiqué par les pharaons. Je rappelle que les pharaons en Égypte étaient considérés comme des dieux humains, des dieux vivants, c'était pas simplement des souverains. Donc il voudrait essayer de faire une espèce de Tex-Mex entre ça. Il souhaite également reproduire la même chose à Rome. Donc il souhaite prendre tous ces modèles, à la fois grecs et romaines, et faire un espèce de mélange de condensé justement à Rome et créer une théocratie un peu à l'image presque d'une synthèse de ces deux modèles à Rome. Dès le début 64 après Jésus-Christ, pour en apprendre un peu plus en fait sur le modèle égyptien, il souhaite faire un voyage en Égypte, ce qui ne se produit pas. Malheureusement, ce n'est pas possible. Dans ce cas de figure, Néron est alors associé à Apollon, tant par sa présence sur scène que dans les cirques. Donc Néron, encore une fois, est associé à un dieu, donc un grec, qui est connu pour notamment sa beauté, être le dieu également musicien, artiste, mais c'est aussi un dieu qui envoie des catastrophes, ce qui n'est peut-être pas forcément fou dans un ensemble, puisque Néron est aussi un peu un annonciateur de catastrophes, mais on le verra juste après. Il est également considéré comme un dieu vivant, donc il est honoré comme un dieu vivant à l'image de l'Égypte, et il se distingue plus dans les théâtres que sur les champs de bataille. Donc en fait, les théâtres, la scène, les cirques ont remplacé l'austérité un peu de ses prédécesseurs, les champs de bataille et la guerre. Hors d'Italie, le souverain est associé à plusieurs divinités importantes, comme par exemple Zeus et bien d'autres aussi. La religion romaine, c'est la petite particularité qu'on peut lui souligner, c'est qu'elle est ouverte aux autres religions polythéistes qui existent dans le bassin méditerranéen, à savoir qu'on peut souligner que dans certains cas, on associe en fait deux divinités ensemble pour créer un syncrétisme. C'est le cas par exemple de Herbanubis, qui est une contraction entre le Hermès grec et le Anubis d'Égypte. Donc en fait, la religion, elle accepte toutes les divinités, que ce soit du bassin méditerranéen ou même des divinités syriennes, donc par exemple auxquelles Néron peut être associé, et on va justement faire une espèce un peu de syncrétisme, ou du moins on va constater une espèce un peu de cosmopolisme au niveau justement religieux. Donc on voit très bien l'ouverture de la religion romaine au profit des autres religions. Donc le culte romain est un culte bien particulier parce que c'est un culte qui accueille tout le monde. Il n'est pas forcément fou de retrouver ce genre de divinité à Rome. Pareil, il y a certaines divinités à Rome qui sont issues du monde grec que les Romains ont emprunté, voire modifié au grec. Ce n'est pas quelque chose qui est déconnant, nous l'avons déjà vu par exemple avec les mois. Le culte autour d'Apollon, du moins du Apollon néronien, est influencé par plusieurs autres cultes, mais qui se trouvent dans l'entourage
l'entourage de Rome, enfin dans l'entourage de l'empereur. Autrement dit, le culte du Néron Apollon, ou de l'Apollon Néron, peu importe, est influencé, en fait, est une espèce de syncrétisme, toutes les religions, toutes les croyances qui peuvent se retrouver dans son entourage. Par exemple, si il y avait de la croyance égyptienne, de la croyance grecque, de la croyance macédoine, on réunit le tout et ça fait le culte, en fait, du Néron Apollon, si on veut dire ça ainsi. La mise en œuvre de cette nouvelle idéologie rencontre quelques vives protestations, notamment de la part du Sénat, au moment de la première présentation, justement, de l'idéologie que Néron veut instaurer. Même si le Sénat a protesté, Néron, au moment de sa présentation, rencontre également un triomphe assez généralisé. Par ailleurs, Néron fait toujours preuve de générosité, il fait énormément de dons d'argent, notamment à des comédiens ou à des poètes, etc., etc. Les dons d'argent dans le règne de Néron, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au préalable, et malheureusement, tous ces dons d'argent font que ça a fait un trou de plus en plus large dans les caisses. La société romaine change également. Les fêtes, le luxe, les jeux d'argent ont remplacé un peu l'austérité, la guerre et tout le climat militaire peut y être associé et qu'ils ont toujours connu. En effet, la cour devient de plus en plus fastueuse, on assiste à des festins, à des spectacles professionnels ou ce genre de choses. Donc, on va dire que la fête est de mise toujours à ces époques-là. À côté de cela, on y pratique également les jeux d'argent, ce qui fait que les jeux d'argent ont quand même une place importante et on peut s'imaginer les sommes perdues justement lors de ces fameux jeux. L'empereur peut également à ce moment-là se laisser aller à ses passions artistiques, que ce soit la cithare ou bien d'autres choses. Donc en fait, la fête générale a remplacé presque le contexte militaire, peut-être dans une insouciance quelque peu candide, même si c'est pas une insouciance que l'on peut qualifier vraiment de candide à ce moment-là. Par ailleurs, on peut souligner également un développement de certains artisanats, donc comme quoi les penchants de Néron profitent également de certaines professions, à savoir l'artisanat de luxe, les arts se développent beaucoup, donc on peut s'imaginer aussi un enrichissement au niveau du commerce, au niveau des commandes, comme quoi il n'y a pas eu que du mauvais là-dedans. Mais toutefois, malgré cette petite évolution d'un point de vue économique, Néron garde l'appui du peuple et ne le néglige pas pour autant, c'est-à-dire qu'il continue justement à faire en sorte que l'approvisionnement en denrées et aussi, on peut s'imaginer, en dons d'argent continue. L'hypothèse de la manœuvre qui est justement émise dans le cadre de l'approvisionnement en denrées, ce serait que Néron, peut-être à ce moment-là, envisage d'élargir ses dons, à savoir qu'il voudrait peut-être, alors ce n'est qu'une hypothèse, élargir ses dons de blé, ses dons de nourriture à ceux qui ne sont pas citoyens. Je rappelle que ceux qui profitent principalement des largesses de Néron, ce sont ceux qui sont citoyens romains et pas les autres. Donc là, on peut se demander s'il n'avait pas envie, dans ce contexte, peut-être aussi d'avoir les faveurs justement de ces non-romains, entre guillemets. Dans une volonté de faire évoluer les mentalités, il supprime également les élites traditionnelles, ce qui ne plaît pas du tout à ce moment-là, et l'ancienne noblesse romaine sont remplacées petit à petit par des personnes d'origine beaucoup plus modestes, des orientaux ou encore des affranchis. Rappelez-vous, on l'avait vu au moment justement de la crise en Orient, c'était pas mal d'affranchis que Néron envoyait, ce qui n'est pas forcément vu d'un bon œil pour le Sénat. Le but justement du fait de changer un peu toutes ces personnes à la tête du pouvoir, c'est de faire en sorte d'éloigner le plus possible les proches de la famille du trône, les proches de la famille impériale notamment. Donc, ce qui fait que Néron se retrouve de plus en plus isolé justement par rapport à ça. En dehors de ça, l'éloignement des proches de la famille peut aussi signifier que Néron est pertinemment conscient que les proches de sa famille et ses amis proches entre guillemets sont ceux qu'on plotte le plus dans son dos. Il y a quelque part aussi une volonté de faire place neuve et une volonté également de méfiance. On peut se demander à ce moment-là si Néron n'était pas sombré un peu dans la paranoïa à ce moment-là. Au moment de la pacification de l'Orient, le roi Tiridate a été invité à venir se faire couronner roi d'Arménie à Rome. Rappelez-vous, on en avait parlé dans la partie précédente. En effet, Néron paie tous les frais tout au long du voyage du roi, de ce qui fait que ça fait une sacrée somme. Et le voyage de Tiridate va durer à peu près 9 mois, presque une année entière, à quelques mois près, justement de l'Asie vers Rome. Le but de cette venue, c'est de prêter allégeance le nouveau roi au pouvoir impérial romain et surtout de montrer que celui-ci restera fidèle à Rome. Durant ce voyage, Tiridate est entouré de plusieurs personnes, dont ses fils, ceux de Vologèse, des mages, parce que la religion de cette époque-là était assez variée, des cavaliers partent et de son épouse. Donc un bon cortège bien organisé qui accompagne justement le futur souverain. Sa visite fait l'objet de grands spectacles, de cadeaux, d'honneurs, etc. Donc de très grosses dépenses qui vont énormément peser également sur le budget, sur les finances de l'Empire romain. Au début de l'année 66 après Jésus-Christ, Tiridate est accueilli par Néron à Naples dans un premier temps. Ensuite, à Rome, il est organisé une grande cérémonie dans le but justement de couronner le futur roi. Tiridate est alors admiratif de ce que Néron a pu présenter, de ses talents artistiques, du luxe. Il est admiratif de tout ça. Cette
épisode nous est notamment rapporté par Dion Cassius qui nous explique en gros globalement comment s'est passée la cérémonie, ou du moins de ce qu'il a pu en retranscrire. Durant l'événement, Néron est richement habillé et il est présent sur une espèce d'estrade qui fait qu'il surplombe tout le monde. On peut s'imaginer justement à l'image d'un gouverneur, d'un gouvernant. Les sénateurs et les prétoriens sont présents, donc les personnalités importantes sont présentes. Et au moment de prêter allégeance à Néron, Tiridate s'adresse à lui comme s'il s'adressait à un dieu, ce qui montre très clairement la vision que le texte déjà de Dion Cassius nous donne, et sûrement la vision que Tiridate à ce moment-là avait de lui. Pour sceller entre guillemets la cérémonie, pour sceller le fait que Tiridate est le nouveau roi d'Arménie, Néron lui accorde l'accolade et ainsi qu'un diadème, faisant de lui le nouveau roi d'Arménie. Le voyage du nouveau roi d'Arménie est donc un succès diplomatique puisque l'Orient est pacifié et que globalement ce sera une tranquillité pour les 50 prochaines années à venir. Toutefois, la visite de ce nouveau roi d'Arménie, comme je vous l'expliquais, a engendré énormément de dépenses et a énormément creusé le budget financier justement de l'Empire romain. En effet, il a été démontré que plusieurs centaines de milliers de sesterces avaient été dépensés par jour justement pour le temps qu'a duré la visite de Tiridate en Italie. Et surtout, il faut également rajouter les gratifications pécuniaires qui ont été accordées à ce nouveau roi. Donc quelque chose aussi qui a énormément fait de coup dans le budget romain. Dans l'Empire, Néron bénéficie toujours de sa popularité auprès du peuple et malheureusement, quelque chose qui avait été supprimé au début de son règne a été rétabli justement à un certain moment, ça a été la délation. La délation est à nouveau pratiquée, même s'il est toujours très populaire, la délation est quand même toujours pratiquée. On peut dénoncer son voisin autant qu'on en a envie. Cela a commencé, notamment cette histoire de délation, au moment de l'incendie de Rome, et même juste avant, comme quoi la délation est quelque chose qui a été pratiqué vers la fin de son règne, voire même un peu avant la fin de son règne. Le but de cette délation, le but aussi de cette popularité toujours stable, est d'écraser avant toute chose les dernières oppositions à Néron, donc les derniers opposants à Rome, soit en les exilant, soit en les exécutant. Le personnage phare de cette période, du moins, est Pétrone. Pétrone est un penseur et un écrivain de basse extraction, et ce dernier attise malheureusement la jalousie de Tigelin, car il est meilleur que lui pour organiser les plaisirs du souverain, et ça, Tigelin l'a un peu en travers de la gorge. Certaines sources mentionnent que Pétrone faisait partie de la conjuration de Pison, ce qui n'est pas totalement faux, et toujours selon certaines sources, en prenant les charges qui pesaient sur lui, c'est-à-dire notamment par rapport à la conjuration de Pison, et on peut s'imaginer d'autres choses, l'empereur lui fait comprendre qu'à un moment donné, chacun doit aller de son côté, et puis ce dernier aurait mis fin à ses jours, mais avant de faire cela, il aurait écrit un texte où il exprime un peu tout le mépris qu'il éprouve pour Néron. Ça, c'est une première version qu'on peut constater. Dans une autre version, on raconte qu'on l'a poussé à mettre fin à ses jours à cause justement de ses liens avec la conjuration de Pison. Donc toujours est-il que ça tourne toujours autour de cette fameuse conjuration de Pison qu'on a déjà abordée tout à l'heure. Par ailleurs, les stoïciens les plus affirmés et les plus durs font également les frais justement de cette répression à cause de l'opposition qu'ils ont clairement affichée au nouveau régime voulu par Néron. Les accusations et les exils sont multiples et cela entraîne une espèce de spoliation de leurs biens. Toutefois, dans un contexte où beaucoup de ces personnes, on va dire, ont senti qu'il y avait une insécurité croissante, ont préféré faire des legs directement à l'empereur pour éviter justement de la spoliation. Comme quoi, il y a des fois, il valait mieux faire attention à ce qu'on disait et à ce qu'on faisait. La cruauté envers les conjurés pisoniens et l'élimination des restes de résistance, notamment dû au fait que cela est composé principalement de proches de Néron et que cela a mené aussi à l'autodestruction de ce dernier, fait que cela amène aussi à d'autres événements. La répression s'oriente alors vers des populations que jusque-là on a plus ou moins laissé tranquilles, à savoir les communautés juives. Les communautés juives, notamment celle de Judée, ont fait un peu les frais justement de cette gouvernance de Rome qu'ils ont toujours plus ou moins mal digérée. Notamment, c'est le cas par exemple en Judée. En effet, durant les dernières années de son règne, Néron a fait de très très grosses dépenses. Cela, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de la visite de Tiridate, mais il va y avoir après, on en parlera juste après, le voyage en Grèce qui sera aussi coûteux. Et le fait que Néron a fait de très très grosses dépenses fait qu'il faut trouver de l'argent quelque part. Donc au moment de son voyage en Grèce, on a justement cherché des fonds et le gouverneur de Judée n'a rien trouvé de mieux que d'aller emprunter de l'argent dans le trésor du temple de Jérusalem. Ce qui n'a pas plu du tout, justement, aux personnes qui étaient là. Et on peut se demander pourquoi il y a eu cet emprunt. Tout simplement parce que Néron est un peu un panier percé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais mis le nez dans les comptes de l'Empire, donc il ne sait pas concrètement de combien dispose l'Empire, et surtout, il empruntait un peu à tout va, donc il n'était au courant ni des comptes, ni de l'état des emprunts, ce qui fait qu'au bout
bout d'un moment, il s'est retrouvé à court d'argent. Donc, l'exemple de l'emprunt au trésor du temple de Judée est ce qui montre que Néron a peut-être atteint une certaine limite au bout d'un certain moment. En effet, en mai 66 après Jésus-Christ, le conjurateur de Judée prélève de l'argent, comme je vous l'ai expliqué, dans le trésor du temple de Jérusalem. En apprenant cela, les Juifs, alors présents sur place, déjà supportent très très mal l'autorité de Rome, justement à ce moment-là, mais surtout, ils voient dans un d'argent, surtout dans le trésor d'un temple, comme un sacrilège. Cela a pour conséquence un soulèvement massif, et le curateur de Judée à ce moment-là ne parvient pas à contenir ce soulèvement. On peut alors souligner un événement justement de cette époque-là, à savoir la prise de la forteresse de Masada par les rebelles. Mais à côté de cela, les Juifs justement présents en Syrie et en Égypte s'agitent également, donc ce qui montre qu'au bout d'un certain moment, il y a un gros ras-le-bol déjà à ce moment-là commence à profiler. Le légat de Syrie intervient, mais il ne parvient pas à justement reprendre Jérusalem à ce moment-là. Il bat alors en retraite et en février 67 après Jésus-Christ, une armée de plus de 50 000 hommes est alors envoyée pour écraser justement ces fameux rebelles. On assiste alors à une reprise lente et très lente justement des cités, et en septembre 70 après Jésus-Christ, la rébellion est complètement matée et le temple de Jérusalem est détruit. Donc là, on est un peu après la mort de Néron, mais globalement, on voit très bien que Néron a été un peu à l'origine justement de cette rébellion justement des Juifs un peu partout dans l'Empire romain. Les conséquences de ces événements sont assez multiples, notamment la rupture de la Pax Romana et la réouverture du temple de Janus. Ça n'a pas duré excessivement longtemps, justement, le fait que les portes du temple de Janus soient fermées. De septembre 66 après Jésus-Christ jusqu'au début de l'année 68 après Jésus-Christ, Néron entreprend un voyage en Grèce, depuis le temps qu'il en rêvait. En effet, depuis 2 ans, Néron veut partir en Grèce, car selon lui, les Grecs sont beaucoup moins rigides au niveau de l'art que ne le sont les Romains, et surtout, il sait qu'il sera plus apprécié là-bas. En temps normal, en dehors du temps de Néron, le voyage en Grèce est plutôt recommandé, notamment pour des étudiants, finir des études de certains Romains. Pour l'empereur, ce n'est pas seulement un voyage studio touristique, c'est aussi une occasion un peu de montrer ce qu'il vaut, justement sur la scène d'un peuple qu'il admire énormément. Il sait qu'il saura admirer, honorer un peu à l'image d'un nouvel Apollon, même si cette image chez les Grecs n'est pas forcément une image qui leur est très familière, c'est plus une image égyptienne pour le coup à ce niveau-là. Mais toutefois, ce voyage est reporté à plusieurs reprises. On peut s'imaginer qu'avec tout ce qui se passe dans l'Empire romain, Néron doit mettre un petit peu ça de côté de temps en temps. Et cela repose sur le fait aussi que le peuple tient à avoir son prince à proximité, et surtout ils ne veulent pas perdre ce qu'on peut voir comme le temps du pain et des jeux. Donc, autrement dit, divertissement, nourriture. Mais à la fin de septembre 66 après Jésus-Christ, le départ pour la Grèce est alors donné. Pour l'occasion, Néron fait alors regrouper l'ensemble des jeux grecs justement la même année, puisque les jeux grecs, il y en a un peu partout en Grèce, mais surtout dans certaines régions grecques. Le but étant de remporter pour lui les 4 grands jeux principaux grecs, à savoir les Jeux Olympiques, bien entendu, les Jeux Delphiques, les Jeux Isthmiques et aussi les Jeux Néméens. À Rome, avant de partir, Néron confie les rênes de l'Empire à son affranchi Hélius, ce qui n'a pas le don de plaire à tout le monde. À son arrivée en Grèce, Néron participe alors tout de suite au concours et il est considéré comme un candidat normal, même si on sait très bien que ce n'est pas vraiment un candidat normal. Il est considéré donc comme tel, il se bat au même titre que tout le monde avec des adversaires. Toutefois, il peut arriver que le souverain ait un peu recours à des pots de vin, à des dessous de table auprès des juges, tout en essayant de rester dans les règles. On peut s'imaginer un peu que c'est un petit peu qu'à ce moment-là. L'empereur romain participe donc à des tragédies, à des courses de chars, à des concours citarènes de musique et aussi à des luttes. Donc à la fois le sport et la musique. Tout ce que Néron adore. Toutefois, même s'il se comporte comme un candidat normal, les juges n'osent pas lui refuser les couronnes, ce qui montre très bien qu'ils savent pertinemment qu'ils ont un souverain parmi les candidats et qu'on n'a peut-être pas envie de s'attirer des problèmes. Ce qui montre que les jeux n'étaient peut-être pas forcément aussi équitables qu'on peut se l'imaginer. D'un point de vue touristique, du moins en dehors des jeux, parce qu'il n'y a pas des jeux de l'année, Néron n'est pas du tout attiré par Athènes qui juge beaucoup trop aristocratique, peut-être un peu trop rigide, et par Sparte qui est beaucoup trop admiré de l'ancienne noblesse romaine. Il va plutôt préférer la région de l'Isthme, du nord de Péloponnèse ou encore de Corinthe. Donc des régions qui sont, on va dire, pas trendy pour les époques. 67 après Jésus-Christ, Néron souhaite faire percer un canal dans l'Isthme de Corinthe. Cette initiative est avant tout économique puisqu'il veut raccourcir notamment le trajet de l'Asie vers l'Adriatique tout en évitant la région du Péloponnèse et certaines zones qualifiées de dangereuses. Le but en fait c'est vraiment de faire raccourcir les trajets et de le sécuriser. Toutefois, cela n'est pas forcément bien vu d'un par certains Romains puisqu'ils jugent qu'en fait tout ce qui
qui est de ce côté-là, on va dire, de l'Empire, est un peu considéré comme une zone pas forcément de bonne influence, un peu dépravée. Enfin, ils n'ont pas une bonne image, en fait, de cette partie-là, on va dire, du bassin méditerranéen. Donc, échec de l'entreprise. Et le 28 novembre 67 après Jésus-Christ, à Corinthe, le voyage de Néron commence à toucher à sa fin. Au cours des Jeux ismiques, Néron annonce des libertés et l'immunité fiscale accordée notamment à la Chaille, et elle n'est plus vraiment considérée comme une province sénatoriale, ce qui a le don de ne pas plaire au Sénat, mais en contrepartie, Néron avait anticipé justement cette éventualité, et pour cela, il accorde au Sénat, en contrepartie de la Chaille, la Sardaigne, comme quoi il faut essayer un peu de contenter tout le monde. Par ailleurs, l'empereur accorde également la citoyenneté romaine à tous ceux ayant participé et ayant apprécié ses talents lors des Jeux. Ce voyage, comme je vous l'ai expliqué, est un véritable gouffre financier d'un point de vue pécunier, mais c'est un voyage qui a aussi un impact plutôt positif pour les Grecs. Alors, ce qui nous est raconté là par rapport au jeu, par rapport à tout ça, c'est Pausanias et Plutarque en fait qui nous le rapportent. Ce sont les deux sources les plus complètes qu'on peut trouver sur cet épisode par rapport justement à la participation de Néron lors des Jeux. Quoi qu'il en soit, Néron est extrêmement populaire auprès des Grecs, mais toutefois son départ de la Grèce est aussi marqué par une volonté de prolonger le plaisir. C'est-à-dire que Néron, avec l'accord de Vologèse et de Tiridate, souhaite en fait prolonger son séjour au-delà de la Grèce, à savoir qu'il veut voyager en Orient et notamment aller jusqu'aux portes de la région de la Caspienne, voire de l'Inde. Un peu à l'image d'un Dionysos errant, on en avait parlé, rappelez-vous, de ce Dionysos qui avait voyagé un peu dans presque tout le bassin méditerranéen. On pourrait faire un peu une comparaison à ce niveau-là, à peu près justement entre Dionysos et Néron dans cette période. Toutefois, cela reste qu'un projet car le souverain doit rentrer impérativement à Rome, car de mauvaises nouvelles provenant de l'Ouest sont en train de toquer à sa porte. Mais son retour à Rome ne se fait pas dans la discrétion. En effet, de grandes fêtes sont alors données. À Naples, Néron rentre dans la ville dans un char tiré de chevaux blancs par une espèce de petite brèche qu'on a aménagée spécialement dans les murailles et qu'on a créée pour l'occasion. Donc, en grande pompe, il est accueilli, du moins il rentre à Naples de façon, on va dire, assez majestueuse. Et ce sera également le cas dans sa propriété d'Albe et également à Antium, sa ville natale. En mars 68 après Jésus-Christ, Néron est enfin de retour à Rome. Des festivités sont alors organisées. Il est accueilli en mode triomphe, un peu à l'image d'un triomphe militaire. Et il va de suite, tout d'abord, au temple d'Apollon, au Palatin, puis ensuite au temple de Jupiter, au Capitole. Donc deux divinités auxquelles, dans certaines régions, on l'associe. Ce n'est pas un hasard. D'un côté, le dieu des poètes, des chanteurs, et de l'autre, le dieu, on va dire, le seigneur des divinités romaines. Donc ce n'est pas un hasard. Le souverain ne porte pas le paludamentum, qui est un manteau militaire, un manteau de général. Au contraire, il porte plutôt un manteau parsemé d'étoiles, on peut s'imaginer des broderies dans ce cadre-là, et il porte une couronne olympique. Donc, encore une fois, on montre très bien que Néron n'est pas un souverain comme les autres, c'est un souverain qui est plutôt un souverain artiste qu'un souverain militaire. Dans le cortège, on peut également noter la présence de porteurs de pancartes où on pouvait lire, ou du moins on pouvait voir le nombre de victoires de Néron gagnées lors des différents jeux auxquels il a participé en Grèce. Donc une grande cérémonie, de grandes festivités, un peu à la gloire du souverain, à la gloire également de ses talents, mais aussi également l'impact international certainement de ce que l'image de Néron pouvait véhiculer, mais aussi de montrer que entre l'Empire romain et la Grèce, en fait, il y a un peu comme une espèce de cohésion avec Néron, du moins dans un certain sens. À côté de ce climat un peu de réjouissance, d'une certaine manière, un climat de tension commence petit à petit à prendre de l'ampleur et à apparaître. En effet, après les soulèvements qui ont lieu en Judée et même ailleurs, d'autres vont commencer un peu à poindre le bout de leur nez. En effet, d'autres rébellions commencent à émerger un peu partout dans l'Empire. Donc on a vu celle de Judée, de Syrie et d'Égypte. Là, ça va plutôt se tourner plutôt vers tout ce qui est autour de la France, du moins entre guillemets, de la Gaule et de l'Espagne. Donc, ce sont notamment les généraux qui se soulèvent principalement contre la fiscalité que Néron, ou du moins que l'entourage de Néron a pu appliquer, mais également contre l'image et les rumeurs aussi qui circulent par rapport à Néron. Si vous préférez, comme je vous l'ai expliqué, Néron, ce n'est pas un empereur belliqueux, ce n'est pas un empereur militaire, c'est un empereur artiste. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain moment, ça passe pas aux yeux des généraux les plus durs, on va dire, et même voire des plus anciens, ce qui fait que Néron commence à avoir sa popularité qui commence petit à petit à baisser, voire qui commence à exploser. Et les soulèvements qu'on va aborder avec Vindex et Galba, justement, sont motivés
par le fait que Néron a beaucoup pressuré certains endroits par rapport à la fiscalité, parce qu'il faut rentrer de l'argent maintenant dans les caisses puisqu'il n'en a plus, ou du moins pas assez. À côté de cela, on peut également ajouter le manque de régularité quant au paiement des soldes des soldats. Les soldes, c'était les salaires tout simplement. Et ce qui a pour conséquence pour ces derniers, en fait, de les priver d'une certaine, retraite dorée auquel ils aspiraient. Rappelez-vous, Néron avait envoyé dans certaines régions des anciens centurions, des anciens soldats dans leur but de leur offrir une retraite. Et malheureusement, au fil du règne, on s'aperçoit que c'est un petit peu bancal ce genre de choses. A contrario, les gouverneurs, les administrés de Grèce, d'Asie, de la région danubienne et d'Égypte restent fidèles à Néron, comme quoi il n'y a pas forcément que des personnes qui se soulèvent, mais le plus gros en fait va commencer à en avoir un peu ras-le-bol. Ailleurs, en Gaule et en Espagne, comme je vous l'ai expliqué, Néron n'est pas forcément très populaire, l'impopularité qu'il suscite grandit petit à petit. Dans cette zone, le début du soulèvement part de l'une des provinces gauloises impériales, donc l'une des provinces de Gaule que l'Empire romain administre, et à leur tête, on va trouver le propriétaire Julius Vindex, qui est un homme d'origine plutôt impériale, donc un homme d'origine plutôt assez aisée, et qui a des origines gauloises. Néron lui a confié à ce moment-là une zone qu'on appelle la Lyonnaise, donc une zone qui parle de la vallée du Rhône jusqu'à Vincennes, et dans laquelle on ajoute la capitale principale qui est Lyon, l'actuel Lyon aujourd'hui, donc une région assez large. Toutefois, Vindex n'aime pas tellement l'évolution du régime, à savoir comment Néron en fait conçoit le pouvoir à ce moment-là, mais surtout ce dont il en a ras-le-bol aussi, et c'est une succession aussi de raisons, c'est qu'il ne supporte plus le caractère artiste de Néron et tous les crimes en fait qu'il a commis durant son règne, à savoir la suppression de Sénèque, la suppression de sa mère. On peut s'imaginer que tout ça cumulé fait qu'au bout d'un moment, beaucoup en ont eu un petit peu ras la frange de cet empereur. À côté de cela, Vindex est également dégoûté dans la façon dont le pays est pressuré par certains propriétaires impériaux, donc certaines personnes pas forcément, on peut s'imaginer, très scrupuleuses, mais aussi il souhaite en fait une espèce de correction vis-à-vis de Rome. Alors correction, j'entends un retour peut-être aux anciennes valeurs, faut comprendre un peu ça, c'est-à-dire la Rome en fait impériale, la Rome plutôt militaire, la Rome qui est plutôt centrée sur ces choses-là plutôt que sur le caractère artiste qui exaspère profondément Vindex. Et surtout, il souhaite se débarrasser de Néron. Il fait partie de ces gens en fait qui souhaitent que Néron parte du pouvoir, de quelque manière que ce soit. Donc on voit très clairement que dans les personnes que Néron a lui-même placées, au bout d'un certain moment, certains vont se retourner contre lui. On l'a vu avec la conjuration de Pison, on en a vu avec d'autres, et qui au bout d'un certain moment se disent cet empereur en fait c'est du grand n'importe quoi, il faut s'en débarrasser parce que ça va nous mener à notre perte. Et pour justement faire en sorte de rallier un maximum de personnes à cela, Vindex envoie des lettres à de nombreux gouverneurs pour les rallier à sa cause, notamment avec les arguments que je viens de vous citer. Toutefois, entre-temps, Vindex est dénoncé auprès de Néron, et ce qui fait que au bout d'un certain moment, Néron commence à avoir vent justement dans les différents soulèvements qui vont se passer. La Tarragonaise, on le verra après, c'est l'Espagne avec Galba. Ça fait partie de ces zones justement qui vont commencer à remuer et qui vont dire à Néron soit tu dégages, soit tu changes en fait. Entre-temps, il lance alors différentes accusations contre Néron, notamment d'être un usurpateur, et il propose alors de mettre Galba à la place, donc de mettre Galba en guise d'empereur. Donc c'est Vindex qui propose justement ce genre de choses. Les idées de Vindex sont alors approuvées par les Viennois, par les Avernaises ou encore par les Sécanaises, donc des régions qui sont justement auxquelles Vindex propose ses idées. Et par ailleurs, Vindex et Galba se rencontrent, donc du moins ils se mettent en relation, notamment par rapport au fait que la proposition de Vindex de mettre Galba à la place de Néron commence un petit peu à faire son petit bout de chemin. Comme dit plus haut, Vindex a été dénoncé. À ce moment-là, Néron se trouve à Naples et au début, l'empereur n'a pas vraiment de réaction particulière à l'encontre de Vindex. Du moins, on peut qualifier qu'il s'en fiche royalement, mais il souhaite quand même renflouer les caisses avec l'argent des Gaules et donc probablement de mettre Vindex sur un siège éjectable. Néanmoins, Néron envoie une lettre au Sénat afin qu'il condamne Vindex. Donc c'est ce que je viens de dire, de mettre Vindex sur un siège éjectable. La tête du propriétaire est alors mise à prix, donc qui va ramener la tête de Vindex aura bien sûr l'occasion de se faire payer, et l'empereur envoie alors le légat de Germanie, Verginius Rufus, afin que ce dernier le contre, donc affronte Vindex. Il monte alors une expédition composée principalement, alors du moins il a été convoqué justement dans les tribus urbaines que justement on cherche des bras pour aller combattre Vindex, et on peut constater aussi que les esclaves sont également enrôlés, donc on voit très bien qu'on va un peu gratter les fonds de tiroir. Un affrontement a donc lieu entre Rufus et Vindex près de Besançon. Les troupes de Vindex sont alors peu expérimentées, voire pas du tout,
et elles se font limite massacrer. Vindex se donne alors la mort afin d'éviter certainement d'être capturé, torturé ou même tué. Suite à cela, avec leurs prérogatives prétoriennes, les soldats de Rufus le proclament empereur, mais ce dernier refuse en fait le honneur. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, dès cet instant-là, avec tous les soulèvements qu'il y a d'abord les Vindex et puis on va voir après par la suite Galba, il y a déjà une volonté de détrôner Néron et de mettre quelqu'un de qualifié de plus sérieux à sa place. On veut mettre Rufus, celui-ci ne veut pas parce que certainement qu'il sait que la fonction est beaucoup trop épineuse pour lui, trop compliquée, et ensuite c'est quelque chose peut-être dont il n'a pas envie. Donc ce dernier refuse, et peut-être un peu à raison justement. Rufus préfère rester alors légat de Germanie, préfère rester en Germanie, et selon lui, c'est au Sénat et au peuple de choisir justement la succession de Néron et pas aux soldats eux-mêmes. C'est aux grandes instances les plus nombreuses de Rome de choisir le nouvel empereur. La mort de Vindex ne suffit pas pour autant que le mouvement de rébellion qu'il a entre guillemets enclenché prend fin. Au contraire, cela ouvre la voie justement à Galba, et Galba en l'année 68 après Jésus-Christ, en plus de la révolte de Vindex, tout ça se situe en 68 après Jésus-Christ. Galba, qui est alors gouverneur d'Espagne septentrionale et orientale, ce qu'on appelle plus communément la Tarragonaise, commence un peu justement à rentrer en scène. Galba est alors ce qu'on appelle un patricien, donc quand même quelqu'un d'important, couvert de gloire notamment en Germanie et en Afrique aussi, mais c'est aussi quelqu'un de très riche et, selon Suétone, lui accorde une descendance assez divine, à savoir qu'on considère qu'il est le descendant de Jupiter et de Pasiphae, qui est une demi-déesse. Donc on fait en sorte que Galba ait une aura plus importante que celle de Néron et surtout une aura divine, donc une possibilité pour Rome d'avoir un empereur quasi un peu demi-dieu comme on peut voir par exemple en Grèce. Galba commande alors des troupes dont il s'occupe bien, dont il se soucie bien, qu'il entretient bien, et ce dernier est exaspéré des méthodes en fait des procurateurs qu'il voit justement dans sa région, et notamment aussi du déplacement du rayonnement de Rome vers l'est, donc c'est-à-dire probablement vers la Grèce dont il s'agit. Dans ces régions de l'Empire, la population et les soldats sont assez favorables à la rébellion entreprise par Galba et auparavant à Vindex, et cela est d'autant plus motivé car malheureusement l'élimination de la famille, ou du moins grande majorité de la famille de Sénèque, du l'ancien conseiller de Néron, dont la plupart étaient originaires justement d'Espagne, fait que cette rébellion en fait est d'autant plus, on va dire, opportune, puisque la famille de Sénèque était, comme je vous dis, un peu originaire d'Espagne, entre guillemets, du moins de ce qu'est l'Espagne à l'heure actuelle, et cette région, on était particulièrement fière justement d'avoir la famille de quelqu'un d'important de Rome justement dans ses rangs. Le problème, c'est que Néron a fait assassiner beaucoup de personnes de la famille de Sénèque et cela ne plaît pas. Donc encore plus un argument à apporter aux arguments de Vindex de Galba quant à faire dégager justement Néron. Chez les lieutenants de Galba, on peut souligner un sentiment quasi anti-néronien, donc on ne veut plus de Néron. Néron commence à avoir, on va dire, une mauvaise réputation à ce niveau-là. Et dans ce contexte, Galba bénéficie aussi du soutien de la Lusitanie de Othon. Rappelez-vous, Othon, c'était l'ancien mari de Pompée, et Néron l'a envoyé en Lusitanie pour s'en débarrasser, avoir la paix et pouvoir épouser Pompée en toute liberté. Et justement, cette fameuse mise de côté d'Othon fait que Othon a nourri une certaine rancœur envers Néron. Donc quand il y a une révolte et qu'on va voir Othon pour lui dire écoute, si tu veux te joindre à nous, fais-le, ce dernier n'hésite pas à le faire. L'empereur est alors mis au courant des agissements de Galba et il veut le faire assassiner pour s'en débarrasser, pour tuer dans l'œuf très clairement cette rébellion. Toutefois, la mort de Vindex, donc la mort de Vindex justement après la défaite avec Rufus, fait que Galba est effrayé et il se demande s'il ne doit pas renoncer justement au fait de cette rébellion. Mais deux nouvelles le poussent à continuer la lutte, dont l'une d'elles est le fait que Massé, un des gars de la Légion romaine d'Afrique, se révolte également et il renvoie le proconsul qui était alors en place. Rufus, quant à lui, préfère rester neutre, il ne veut pas se mêler de ça et il a eu assez à faire avec Vindex. Pour anéantir le soulèvement de Galba, Néron confie alors des forces armées à deux personnes, Rubelius Gallius et Petronius Trupillianus. Donc deux personnes qui doivent écraser la rébellion de Galba, mais on se doute bien que ça ne sera pas faisable. Si à l'international, Néron a de plus en plus mauvaise réputation, voire une grande impopularité, la situation à Rome n'est guère enviable pour lui, voire elle se dégrade de plus en plus. En effet, Néron est vu comme un ennemi de la haute société, notamment à cause de rumeurs persistantes à son sujet, mais aussi parce qu'il fait des coupures, du moins d'une certaine manière, dans les membres du Sénat. On verra un petit peu après. À Rome, les mesures à l'encontre de Galba prises par Néron n'ont guère d'écho. Plus personne ne l'écoute, plus personne ne lui obéit de plus en plus. Et avec ces événements,
malheureusement, beaucoup de personnes l'abandonnent petit à petit. Donc, beaucoup de son entourage finissent un peu par le mettre de côté. Et la nouvelle politique de Néron ne séduit pas plus que ça non plus. Donc, la nouvelle politique de Néron, comme je vous le dis, une théocratie, d'un despotisme de plus en plus affiché, fait que de plus en plus de gens se disent ce mec est complètement fou, partons avant qu'on risque notre tête. Les prétoriens sont ulcérés par les condamnations multiples dans leur rang, notamment depuis la conjuration de Pison qui rassemblait énormément de personnes provenant de l'entourage de Néron et non plus des anonymes, tout ce qui fait que ça aussi, ça n'a guère pas aidé. Et avant cette époque-là, il faut aussi également souligner que les dons d'argent pleuvaient de plus en plus. Aujourd'hui, à l'heure où Néron justement commence à avoir ce genre de problème, les caisses sont vides et donc les dons d'argent sont de moins en moins nombreux. Qui plus est, il y a aussi une autre chose qui fait que Néron commence à perdre en popularité, notamment chez les soldats, c'est l'exécution de Corbulon et cela n'arrange rien. Corbulon a énormément fait pour l'Empire romain. Malheureusement, c'était un général qui était très apprécié et malheureusement son exécution n'arrangera rien. Donc si vous additionnez tout ça, les rébellions, le fait que les prétoriens le lâchent, que les soldats commencent à le lâcher, que tout ce qui va avec commence un peu à faire un peu trop, ça commence un peu à sentir le roussi pour Néron, disons-le très clairement. Le Sénat fait également partie des victimes de la politique de Néron, mais ça ne date pas de ce moment-là, et notamment du fait que le Sénat est de plus en plus mis à l'écart des grandes festivités, des nominations, ce genre de choses. En effet, le Sénat est privé de certains de ses membres, donc ces membres, certainement des membres qui, on va dire, n'étaient pas d'accord avec la politique de Néron, finit par sauter, et ceux qui restent votent les décisions de Néron parce qu'ils ont peur, et parce que tout simplement, ils n'ont pas envie d'être les prochains à se faire assassiner. Ces derniers regrettent énormément le tournant qu'a pris le régime, à savoir la théocratie instaurée par Néron, c'est-à-dire cette théocratie où Néron a une image d'un dieu, mais également le despotisme que ce dernier a instauré. Par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, le Sénat supporte de plus en plus mal d'être mis de côté, voire négligé pendant les grands événements. Par exemple, quand il était en Grèce, Néron oubliait très souvent le terme senatus pour justement montrer que le Sénat est encore présent dans le corps décisionnel du peuple romain, et il préférait mettre plus en avant le terme populus romanus, donc le peuple romain, dans les formules officielles, et le Sénat ne dispose plus ni de la collade traditionnelle, ni du salut, ni de plus rien. Donc le Sénat est complètement ignoré, est complètement mis de côté, et les sénateurs, qui pour la plupart sont de la vieille noblesse romaine, bien entendu le vivent très mal et l'encaissent très mal. Ils sont mis de côté au profit de quoi? De gens plus modestes, des affranchis, d'anciens esclaves, de tout l'entourage, on va dire, qui de Néron, tout cet entourage qui malheureusement fait que Néron sombre de plus en plus dans une certaine forme de folie, dans une certaine forme aussi de paranoïa. Les mesures fiscales pèsent également là-dessus. Ces mesures fiscales, en fait, pour renflouer les sont également un gros problème, puisque les salaires des sénateurs qui sont le plus en difficulté ne sont plus assurés, et par conséquent, on peut s'imaginer que ce ne sont pas les seuls à avoir ce genre de problème de trésorerie. La classe des chevaliers n'apprécie pas non plus la politique fiscale de Néron, notamment par rapport à la perception de taxes, et quant aux Italiens de haut rang qui ont des mœurs beaucoup plus strictes, beaucoup plus à l'ancienne, ces derniers ont pris leur distance avec l'empereur, donc on voit très bien que Néron est de plus en plus lâché par tout l'ensemble de l'empire quel qu'il soit. À côté de cela, le peuple qui jusque-là soutenait l'empereur commence un peu à être choqué par ce dernier, notamment par le fait que selon le prince, parte pendant presque plus d'un an à l'étranger pour s'exhiber sur scène et dans les arènes plutôt que de veiller à son bien-être. À côté de cela et pendant, on va dire, cette période, il y a aussi des signes qui complexifient encore plus la chose dans le contexte, justement à ce moment-là, à savoir que entre 67 et 68 après Jésus-Christ, on peut souligner une période de disette. Alors la disette, c'est pas totalement une famine, mais c'est pas totalement une période de prospérité. C'est vraiment se serre la ceinture un peu plus. Et à côté de cela, il faut également ajouter que justement pendant cette période de disette, il y a eu un scandale qui est que les bateaux provenant d'Égypte, qui notamment pour amener du blé ou autre, ramenaient plutôt du sable pour les arènes de lutteurs plutôt que du blé pour nourrir le peuple. Donc ça restait un peu en travers de la gorge de certains. À côté aussi de ce facteur de disette, il faut rajouter d'autres facteurs qui sont pour le coup, on va dire, plus annonciateurs qu'autre chose, qui sont plus considérés comme des signes divins. À savoir que en 65 après Jésus-Christ, une période de peste ravage Rome et emporte plus de 30 000 personnes. Alors, vous allez me dire c'est beaucoup, mais rappelez-vous que comme je vous l'ai expliqué, Rome est une ville dans laquelle beaucoup de
populations s'entassent, que ce soit des populations étrangères, romaines ou peu importe, ce qui fait que ça n'étonne pas du nombre de victimes. Et je rappelle aussi que la peste, nous en avons déjà plus d'une fois parlé sur cette chaîne, la peste est une maladie qui se propage très vite, notamment par le biais des rats, par le biais du manque de salubrité. Bref, la peste est une maladie en fait qui est opportuniste, plus qu'autre chose, nous l'avions déjà vu, et le nombre de victimes n'est guère étonnant, surtout que la médecine de l'époque n'est pas la médecine d'aujourd'hui. Les Romains considèrent alors cette peste comme un signe divin, car à l'époque il n'y avait pas d'explication médicale, c'était considéré comme un signe divin, de divinité quelle qu'il soit. Et à cela on peut ajouter également d'autres choses qui sont considérées comme étant des signes divins, c'est-à-dire la présence de comètes, de tremblements de terre, ou encore certains écrits soulignent aussi la présence de statues foudroyées, ou du moins de ce qui représente également, qui montre que Néron n'est plus vraiment soutenu par les dieux, ou du moins n'a plus la faveur des dieux, puisque les dieux amènent justement ces catastrophes sur le peuple romain, ce qui montre que le peuple romain n'a plus le soutien des dieux, si on se met dans la mentalité de ces époques-là. Par ailleurs, Néron a très peu d'appui politique, puisqu'on a vu que les sénateurs le lâchent, les prétoriens le lâchent, les soldats le lâchent, tout le monde le lâche. Il ne reste que le peuple qui le soutient encore un peu, avec les quelques dons d'argent qu'il reçoit et de blé, mais l'hostilité des sénateurs, des chevaliers, des prétoriens fait qu'au bout d'un certain moment, ça ne pèse plus assez dans la balance. À Rome et dans le reste de l'Empire, Néron n'a pas forcément bonne réputation non plus, puisqu'il a encore très peu d'appui. Donc Néron est quasiment abandonné à ce moment-là de tout le monde. Les lois qu'il veut promulguer ne passent plus rien en fait ne va à ce moment-là, et le seul soutien dont il bénéficie encore le lâche petit à petit, à savoir le peuple. Le peuple, certes, le soutient jusqu'au dernier moment, mais au bout d'un certain moment, il y a un trop-plein qui est présent et le peuple ne soutient plus. Tous ces événements consécutifs font que Néron voit sa fin arriver, ou du moins voit que sa chute arrive progressivement. Et c'est notamment Tacite qui nous explique que Néron est principalement victime des rumeurs qui circulent autour de lui, notamment principalement les rumeurs. Alors il n'y a pas que les rumeurs, mais en partie il y a de ça. En effet, la cour impériale est de plus en plus hostile à ce dernier. Seul son entourage proche, son épouse, ses affranchis et tout, Sporus et tous les autres lui restent fidèles, mais ils sont très peu nombreux. Et Néron rentre dans un désespoir quand même assez constant. Il est désespéré, voyant que tout le monde le lâche de tous les côtés, qu'il a très peu de soutien. Il pense dans un premier temps à partir en bateau, soit en Orient, soit en Égypte. J'ai trouvé les deux destinations dans différentes sources, avec son entourage et ses affranchis. Il comprend qu'il est complètement perdu. Il pense également au poison. À un moment donné, il pense. Mais l'archéologie nous montre également, justement, puisqu'il souhaite partir en Égypte ou en Orient, notamment en Égypte, l'archéologie a retrouvé également une allocution écrite par Néron, sans doute pour demander la préfecture, du moins la gestion de l'Égypte au peuple, mais les sources ont démontré que cette allocution n'a jamais été proclamée, du moins n'a jamais été prononcée, donc ce qui montre que Néron, au dernier moment, s'est dit à quoi bon, en fait, à quoi bon faire. Il est donc à ce moment-là complètement perdu, terrifié, et on peut s'imaginer désorienté. Il n'est plus en sécurité nulle part au palais. De sa garde rapprochée, le lâche petit à petit, il s'oppose à lui, ce qui montre aussi que Néron, malheureusement, du haut de ses presque 30 ans, n'a plus la cote comme il avait au tout début. Entre-temps, un accord est également signé entre le préfet du prétoire, Nymphidius Sabinus, qui était normalement couplé avec Tigelin, l'affranchi de Galba, Icelus, et le Sénat. Dans le but, on peut s'imaginer, puisque l'affranchi de Galba est là, de mettre Galba à la place de Néron. Ça, c'est une évidence même. On peut se demander aussi où est passé Tigelin, mais Tigelin tout simplement est absent des débats, il a quitté le navire depuis longtemps. Il fait partie de ces gens qui font que Néron, voyant qu'il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de popularité, on finit par le lâcher. Ses amis proches le laissent seul, il est lâché de partout et il ne reste autour de lui que sa famille très proche et 3 ou 4 affranchis dans Sporus qui lui sont restés fidèles. À ce moment-là, il pense alors, je vous ai parlé du poison, mais il pense aussi également à se jeter dans le Tibre, mais il finit par changer d'avis. Comme quoi, l'empereur décide alors de fuir Rome et de prendre la poudre d'escampette pour aller dans sa maison de campagne, la maison de campagne qui était à Phaon, un de ses affranchis, et il part avec quelques personnes sous les bras, dont Sporus et sa famille. Pour s'enfuir, Néron, et ne pas être reconnu, décide tout simplement de se déguiser. Il part à cheval, alors qu'à la base il voulait partir en bateau pour aller en Orient, là il part à cheval pour ne pas être reconnu. Et l'annonce de la fuite de Néron en ravit plus d'un, car il s'agit pour beaucoup d'entre eux un retour à une forme de liberté et la fin de la théocratie et du despotisme de ce dernier. Les partisans du prince sont alors tués et les statues de ce dernier sont détruites, ce qui montre que c'est la fin de la théocratie et du despotisme de Néron. Néron est alors destitué et Galba est alors proclamé empereur. Néron est alors déclaré
déclaré dans un second temps ennemi public de l'Empire et il est condamné à être châtié certainement par la mort. Des soldats sont alors envoyés à la poursuite de Néron, ils sont envoyés à sa recherche pour savoir où ce dernier aurait pu se réfugier. Voyant que les soldats arrivaient, Néron préfère se donner la mort plutôt que d'être capturé et probablement châtié. On peut s'imaginer de la pire des manières. Il demande alors à ses compagnons de l'aider à mourir, mais ces derniers refusent par fidélité à leur maître et surtout ne voulaient pas être accusés d'avoir tué un empereur. On imagine bien le châtiment réservé à cette personne-là. Néron décide alors de mettre fin à ses jours en se mettant un poignard dans la gorge. C'est ainsi que finit le dernier empereur de la dynastie des Julio-Claudiens, à peine à l'âge de 30 ans. Alors la date de la mort de Néron, moi j'ai trouvé 2 dates, soit le 9 juin, soit le 11 juin 68 après Jésus-Christ. Néron meurt aux environs des 30 ans. Les compagnons qui ont accompagné Néron justement dans ces moments-là réussissent à avoir l'autorisation de brûler son corps et conformément à ses dernières volontés. Donc Néron, même s'il a été destitué, même si on le détestait, on a quand même voulu respecter justement le fait que ce dernier voulait avoir, on va dire, un enterrement digne. L'annonce de la mort de Néron a connu des réactions quelque peu contrastées. Les sénateurs, une partie des chevaliers, des condamnés, des exilés sont ravis de sa mort, alors que le peuple qui le soutenait dur comme fer au dernier moment, même si ce dernier s'est beaucoup désolidarisé de Néron, ainsi que les esclaves et bien d'autres au contraire sont très attristés. En fait, tous les laissés pour compte que Néron a favorisés ont pleuré la mort de ce dernier, alors que les autres ne l'ont pas fait. Par ailleurs, Néron est aussi victime de la pratique de la damnation des memoriae, c'est-à-dire de l'effacement en fait de son règne, ou du moins de son héritage. Beaucoup de choses qui ont été construites au temps de Néron ont malheureusement été victimes de cette damnation memoriae. Heureusement que ça n'a pas été le cas pour tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement du règne de Néron, de cette dernière partie? Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est principalement un ras-le-bol général. Un ras-le-bol de la politique de Néron, ras-le-bol en fait de tout ce qui se passe. Ras-le-bol aussi de l'image que Néron renvoie de l'Empire à l'international, mais pas que. Néron, on l'a vu, a voulu partir en Grèce pour participer à des jeux, pour se montrer, etc. Et ça n'a pas plu du tout à beaucoup de gens. Néron a voulu pressurer l'Empire pour renflouer l'argent des caisses parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ça n'a pas plu. Donc, les raisons fiscales, les raisons, on va dire même d'image, les rumeurs, les multiples assassinats qu'il a commis tout au long de son règne, la mise de côté du Sénat, toutes ces accumulations de choses qu'on a vues tout au long de cet épisode, fait qu'au bout d'un certain moment, il y a eu un trop-plein. Et le trop-plein s'est traduit avant tout en dehors de l'Empire, c'est-à-dire dans des provinces romaines, mais que Rome ne contrôle pas totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'empereur sur place, il n'y a personne, on va dire, de suffisamment haut qualifié sur place pour garder un œil dessus. Ce sont des contrées qui sont éloignées, mais ce sont elles qui ont fait le plus de bruit. On a vu le soulèvement judée, on a vu celui avec Vindex, avec Galba. Toutes ces personnes ont dit stop. Au bout d'un moment, on ne veut plus d'un empereur comme ça. On veut un empereur qui tienne la route. On veut un empereur qui nous respecte. Et c'est là aussi que Néron a malheureusement perdu petit à petit, on va dire, de popularité. À Rome, sa cote de popularité de toute façon est en baisse depuis un sacré moment puisque le Sénat a été complètement mis de côté. Les chevaliers commençaient un peu à en avoir assez. Les prétoriens qui ont contribué à le mettre là, finalement, peut-être ont regretté leur choix. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a commencé à réfléchir depuis pas mal de temps déjà à mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'était le cas, par exemple, quand il y avait le cas avec Octavie. Ça a été le cas même là maintenant. Donc, en fait, on a cherché constamment à remplacer Néron parce que Néron ne convenait pas au poste. Et surtout, Néron, en fait, par cet esprit un peu de je m'en foutisme à la fin, a fait que cette balle, il se l'est tirée dans le pied tout seul. Donc, ce qui fait que, malheureusement, Néron, sa chute était presque préprogrammée à partir du moment où il y a eu l'assassinat d'Octavie, l'assassinat de sa mère, puis Sénèque, puis les autres. Tous les événements d'avant ont fait que Néron a baissé en popularité, a fait que maintenant Néron a été jugé pas digne d'être empereur, a peut-être aussi été victime de rumeurs qui n'étaient peut-être pas fondées. Donc, ce qui fait que Néron, au bout d'un moment, a fini par mettre fin à ses jours, c'est qu'il n'avait pas envie, d'une part, d'être traîné en place publique, certainement pour être exécuté ou pour être torturé, ou allez donc savoir. Néron n'avait pas envie que le dernier membre des Julio-Claudiens finisse comme ça. Mais surtout, Néron, en fait, comme je l'ai toujours dit, c'est un homme qui n'aurait pas dû être empereur. C'est un artiste. C'est un homme, en fait, qui a certes voulu bien faire en favorisant le peuple qui était plus nombreux à Rome que tous les autres. Mais malheureusement, cette favorisation du peuple a amené aussi qu'il s'est mis toutes les classes de la haute société romaine à dos également. En fait, Néron a voulu faire un espèce de coup de pirouette, mais cette pirouette n'a clairement pas été au goût de tout le monde. Mettre de côté le Sénat, comme il a fait petit à petit, pour faire carrément que le Sénat n'apparaît plus nulle part à la fin, fait qu'au bout d'un moment, cela a été jugé comme étant indigne d'un empereur. Donc en fait, Néron, en étant tout seul au pouvoir, en étant mal
mal conseillé, en ayant Tigellin en guise de mauvais génie, en ayant un peu tout cet entourage qu'on peut qualifier de toxique aujourd'hui, fait que au bout d'un moment, Néron, c'était presque inévitable qu'il bascule dans la folie, qu'il bascule même dans cette espèce un peu de peur. Et c'est pour ça que justement Néron est retenu plus dans l'histoire comme un empereur catastrophique. C'est un peu par rapport à cela. Mais il faut prendre, comme je dis, tout ce qu'on vient de raconter aussi dans un autre angle. C'est un empereur qui a été formé certes pour être empereur, mais qui ne l'a certainement pas désiré, comme beaucoup de souverains. Et surtout, il n'a pas été formé pour ça. On ne lui a pas mis depuis le début étant jeune, tu seras empereur plus tard. Donc, à la base, il n'avait pas été formé, entre guillemets, pour ça. Donc, Néron, plus ou moins, c'est un empereur qui reste quand même très ambigu, où on peut encore s'interroger sur pas mal de choses le concernant. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que la légende noire de Néron puise ses racines dans des historiens, dans des auteurs qui sont postérieurs à son époque. En effet, si on se fie aux auteurs, aux contemporains du règne justement de Néron, on peut s'apercevoir qu'il y a des points de vue qui peuvent concorder et d'autres pas. Mais ce qui a énormément contribué justement à cette légende noire, ce sont ceux qui ont raconté justement les faits bien après justement le règne de Néron, bien après que ce dernier se soit mis à mort, au point justement de charger le souverain de faits qu'on lui attribuerait ou qu'on lui attribuerait pas. Il était énormément de bon ton durant justement la période antique, notamment chez les Romains, de critiquer énormément les dynasties passées. Si les Julio-Claudiens critiquaient les souverains qui étaient avant eux, cette dynastie-là était critiquée par d'autres après. Néron étant le dernier de la dynastie judéo-claudienne, il était, on va dire, de bon ton un petit peu de le charger tant qu'on pouvait. En effet, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une forme de solidarité peut-être dans la noblesse, mais du moins les bien-nés de Rome, il n'en était rien. On aimait énormément critiquer et les auteurs justement de cette époque-là étaient plus dans une tendance à vouloir flatter et à vouloir grossir des traits qui étaient parfois des traits de caractère, mais des traits de caractère sur lesquels malheureusement on pouvait pleinement, on va dire, se laisser aller et où on pouvait pleinement, on va dire, attribuer certaines choses qui n'étaient pas forcément une réalité. Par rapport à Néron, justement, par rapport à cette espèce de caractère violent qu'on lui attribue, on peut, et nous l'avons vu durant tout cet épisode, dégager plusieurs hypothèses. Tout d'abord, on peut voir très bien que Néron n'a pas grandi dans une famille qui est stable déjà. Ses parents étaient eux-mêmes des espèces de cousins plus ou moins éloignés, donc il y a déjà une part de consanguinité, consciente ou pas, chez les parents de Néron. Donc on peut supposer qu'il y avait peut-être aussi quelques problèmes. Et puis si on regarde un peu la généalogie même de sa famille, son oncle Caligula était connu justement pour avoir, en 4 ans de règne, on lui a imputé beaucoup de crimes, beaucoup de choses horribles, et du coup on pourrait se dire peut-être que Néron s'est un peu inscrit dans cette continuité. Cet enfant un petit peu qui a été un peu l'instrument des ambitions de sa mère a été un adulte qui a été au début bien conseillé avec Sénèque, connaissait depuis son enfance, qui a été presque un précepteur, mais plus il vieillissait, moins on pouvait se demander si la stabilité justement de Néron était assurée. Stabilité au sens, on va dire, comportemental, au sens, on va dire, du caractère. Concernant, nous l'avons vu, l'épisode de l'incendie de Rome, on voit très bien qu'il y a des personnes qui attribuent justement la faute à Néron, justement, des contemporains et d'autres qui ne le sont pas, mais il y a d'autres hypothèses qui sont également mises en avant, à savoir des conspirations, des conjurateurs qui voulaient tout simplement se venger de Néron, ou du moins qui voulaient le faire chuter. L'incendie de Rome a quelque part été ce qui a contribué énormément à la chute de Néron, faisant que on peut se demander justement si toutes les atrocités qu'on lui accorde justement autour de cet événement n'étaient peut-être pas un peu instrumentalisées, un peu à ses dépens. Cette légende noire justement de Néron s'est poursuivie après son règne, c'est-à-dire que des auteurs qui ont écrit sur lui, ou du moins qui ont écrit des faits, des témoignages sur juste son histoire, ont justement un petit peu noirci le tableau, ont un petit peu rajouté certains traits de caractère qui étaient peut-être pas forcément attribués à Néron, ou des traits de caractère qui étaient déjà présents mais qu'on a amplifiés pour lui donner un caractère encore plus violent et encore plus, on va dire, cruel et mégalomane. Cette espèce un peu de côté mégalomane, caractère violent, cruel, va se retrouver également à l'époque médiévale et même bien après
perduré. Néron, on continuera à avoir cette mauvaise réputation jusqu'à nos jours, où aujourd'hui encore, on a l'image de ce Néron un peu mégalo, un peu cruel, qui a empoisonné à tout va, qui a assassiné à tout va, qui a assassiné sa mère, son épouse, qui s'est débarrassé un peu de toute personne qui pouvait le contrarier pour ensuite diriger seul, un peu dans un despotisme très mal organisé. Donc on a toujours un peu cet aspect négatif de la personne de Néron, mais on peut le prendre aussi d'une autre manière, à savoir, est-ce que le fait d'avoir été manipulé, avoir été un petit peu la marionnette justement de sa mère, n'a pas un peu contribué justement à le mener à ses erreurs politiques, à le mener justement à ce qu'il est devenu par la suite. On peut se demander justement si le fait même d'avoir été propulsé sur le devant de la scène alors que ce n'est qu'un ado et qu'un jeune surtout, a pu ne pas contribuer justement à cette réputation. On pourrait avoir un regard un peu nouveau là-dessus. Agrippine, sa mère, Agrippine la jeune, avait énormément d'ambition. Elle a fait assassiner son premier mari, nous l'avons vu, épouser l'empereur Claude, et elle a ensuite empoisonné ce dernier parce qu'il a eu des doutes justement sur les choix qu'il a fait, parce que l'empereur Claude était connu pour être une espèce d'intellectuel, quelqu'un qui avait une espèce de sagesse, mais en même temps, il était un petit peu mou, un peu paresseux. En fait, on a cette espèce de regard un peu sur Claude qui est celui de l'empereur nonchalant, tel qu'il est, et probablement que c'est ce qui fait que Agrippine a décidé de s'en débarrasser par la suite, tout comme après, ils se sont débarrassés de Britannicus bien après. Donc, on peut se dire justement si le caractère un peu comploteur de sa mère ne lui a pas déteint dessus, c'est totalement possible. On pourrait avoir justement ce regard un peu de recul là-dessus. Il faut également prendre du recul sur les sources justement que nous lisons, parce qu'il était de bon ton, comme je vous dis, la noblesse romaine, on va dire entre guillemets, critique justement la dynastie en place, et que la dynastie suivante critique les anciennes. Donc c'était nous on est meilleur que vous, c'était un peu le sens de la chose. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'époque de Néron, c'est aussi l'époque des persécutions des premiers chrétiens. Les auteurs chrétiens de cette époque ne se sont pas gênés justement pour encore plus noircir le trait par rapport à Néron. Donc cette espèce un peu de légende noire, on va dire, a trouvé des fondements ailleurs autres, on va dire, que le despotisme de Néron ou bien d'autres choses. La légende noire de Néron est due à plusieurs choses. Elle est due à un regard en fait presque, je vais pas dire accusateur, mais presque un peu de reproche de ce qui s'est passé sous son règne de la part des auteurs, on va dire, plus tardifs. Tout comme au début, Néron a été un souverain exemplaire, ça a été une prospérité, ça a été un règne commencé sous de bonnes augures, mais plus il avançait dans son règne, plus il était certainement mal entouré, comme ça a très souvent été le cas dans l'histoire avec des souverains justement qui ont un peu mal tourné, plus il est allé avec une forme presque de folie. Alors est-ce qu'on peut dire que Néron était un souverain fou, ou du moins de ce qu'on pourrait voir comme un souverain fou? Je dirais que oui et non. Oui, on peut dire que d'une certaine manière, la folie de Néron est peut-être due aussi à un mauvais entourage, à de mauvais conseils, ou tout simplement lié aux conséquences de la consanguinité également, parce qu'il est prouvé que certains aspects de la consanguinité n'aident clairement pas dans tout ce qui est maladie mentale et compagnie, ou même maladie physique, ça n'aide pas non plus. Donc tout ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est connu, malheureusement. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être aussi ce facteur-là à prendre en compte, parce que sa mère et son père étaient des espèces de cousins éloignés, mais on sait pas trop justement où est-ce que se situait, on va dire, le degré. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une influence assez néfaste de son entourage, à savoir d'abord sa mère qui l'a manipulée comme une marionnette au début, et ensuite sa seconde épouse qui était une parvenue, si on se base sur les historiens de nos jours qui la voient un peu comme une parvenue, et qui en a un peu profité, c'est fortement possible également. Après, il y a toutes les rumeurs qui ont circulé, il y avait énormément de rumeurs qui ont circulé tout au long des siècles et du temps par rapport à Néron, pour lui donner encore plus un caractère de souverain fou, clairement. Ces légendes noires sur les souverains, que ce soit des rois, des empereurs ou des reines, ont très souvent, on va dire, une origine qui est subjective, dans le sens où il fallait noircir un tableau de souverains qui étaient à la base, probablement pour certains d'entre eux, pas forcément à qui on pouvait rien reprocher, mais il fallait chercher la petite bête et l'amplifier autant que possible pour justement que cette espèce de popularité qu'il y avait autour d'un souverain ou d'une souveraine se dégrade de plus en plus. Pour Néron, ça s'applique un petit peu difficilement, puisqu'il est quand même connu pour ses empoisonnements à tout va, ses crimes à tout va, donc on peut se poser des questions là-dessus, mais toujours est-il que Néron, il faut prendre beaucoup de recul avec ce que vous lisez, que ce soit d'historiens actuels ou d'historiens antiques, puisque les historiens actuels se basent sur les sources antiques, mais les sources contemporaines de l'époque de Néron et les sources, on va dire, après Néron,
sont des sources en fait qui ne disent pas toujours la même chose. Certains vont avoir un point de vue qui vont être un point de vue favorable à Néron, soit parce qu'ils étaient proches de lui, soit parce qu'ils l'ont côtoyé, soit ça va être des personnes qui ont entendu des témoignages, et c'est surtout le cas bien après, ce qui fait que les témoignages peuvent être déformés, la vérité peut être déformée, et du coup, on ne sait pas où est la vérité, où est le mensonge là-dessus. Donc il faut faire très attention avec ça. Par ailleurs, j'ai vu circuler il n'y a pas très longtemps une espèce de comparaison entre Aegon II dans la série, alors je vous mets un peu le contexte, une comparaison entre le personnage d'Aegon II, Targaryen, l'usurpateur de la série House of the Dragons et Néron. Justement, il y avait eu une espèce de comparatif avec Néron. Alors, je vais pas trop m'attarder dessus, mais je veux quand même en parler. Disons que je trouve la comparaison judicieuse et en même temps pas. Oui, si on regarde un peu l'histoire, alors je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais je vous encourage d'abord à aller lire les livres Fire and Blood avant de vous pencher sur la série très clairement. Mais si vous voulez pas entendre cette partie, je vous conseille d'aller à la fin. Mais toujours est-il que Aegon II, l'usurpateur, si on regarde un petit peu l'enfance qu'il a eue, la vie qu'il a eue, du moins selon les livres dans l'univers de House of the Dragons, on pourrait faire un parallèle avec Néron dans le sens où Aegon II, étant donné que c'est le second, parce que c'est l'aîné, c'est Rhaenyra, voilà, c'est posé et c'est dit. Aegon II a eu, on va dire, une enfance pas forcément très heureuse puisque sa mère Alicent n'a pas forcément une bonne mère en soi. Elle a eu des enfants parce qu'il fallait avoir des enfants, mais rien de plus. C'était elle-même la marionnette de son père. Le fils Aegon II a été la marionnette de sa mère et de son grand-père. Donc quelque part, au niveau de la manipulation familiale, on pourrait les rapprocher tous les deux sans trop de difficultés. Pareil, si on regarde du côté, par exemple, des ministres. Sénèque, qui était avant un précepteur de Néron quand il était enfant, est devenu son ministre pendant un petit moment, enfin l'équivalent de son premier ministre pendant un petit moment, avant qu'il se donne la mort, malheureusement. Et si on regarde dans la série, Otto Hightower, le grand-père d'Aegon II, a été sa main avant Criston Cole et il l'a conseillé autant qu'il a pu. Toutefois, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les deux ont fait ce qu'ils ont voulu à la fin, c'est-à-dire que tout simplement ils ont ignoré les conseils et qu'ils ont fait concrètement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'ils sont allés à l'encontre du bon sens. Donc, si on devait faire un comparatif là-dessus, bien entendu qu'ils pourraient énormément se ressembler. La seule chose qui pourrait les différencier, c'est que Aegon II n'a jamais répudié sa femme, alors que Néron l'a clairement fait. Il était marié avec Octavie, qui n'était pas non plus n'importe qui, comme nous l'avons vu. C'était quand même la fille de Claude. Mais toujours est-il que, voilà, on pourrait faire ce genre de parallèle. Au niveau, par exemple, du caractère, de la cruauté ou ce genre de choses. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait les voir un peu comme les deux faces d'une pièce. Il est vrai qu'Aegon II, l'usurpateur dans la série, a un côté très violent, un côté assez caractériel, assez enfant gâté, presque cruel et mégalo. Mais le problème, c'est que c'est un personnage qui se lasse très vite des choses. Néron, il a plus un caractère d'artiste qu'un caractère... Alors, il a un caractère calculateur, c'est un fait. Il a un caractère violent, c'est un fait. Mais il a un caractère aussi artistique qui fait que il est plus intéressé par les arts que par autre chose. Ce qui n'est pas le cas d'Aegon II dans la série, puisque lui, à part boire et s'envoyer en l'air avec n'importe qui, ou faire n'importe quoi, dire de beuverie, et je vous renvoie à la conversation en ancien valyrien entre Aemond et lui au moment du conseil restreint, c'était bien avant que ce dernier, au moment de l'affrontement avec Meleys et Rhaenys, je vous renvoie à cet épisode-là pour ceux qui l'auront vu. Ce serait un peu la différence qu'on pourrait faire entre les deux, mais globalement, est-ce qu'elle est judicieuse ou pas? Je dirais oui dans un sens, non dans un autre. Il y a quand même des différences. C'est-à-dire que, à la différence de Aegon, qui avait Aemond comme second couteau pour diriger le royaume, et Aemond n'attendait que ça, donc ce qui faisait que les deux pouvaient être en rivalité, Néron n'avait pas forcément ce problème puisqu'il n'avait personne en ligne directe. Alors oui, on a placé quelqu'un d'autre à sa place, à sa mort, mais globalement, il n'avait personne en ligne directe. Du moins, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de sœur. Donc, il y a une petite différence entre ces deux. Mais en dehors de cette comparaison même dans la culture populaire avec House of the Dragons, si on regarde d'autres films, par exemple Quo Vadis, si je me souviens bien, alors je vais le prononcer à la mode latine, enfin c'est Quo Vadis si vous préférez, ou Quo Vadis plutôt. C'est un peu autour des premiers chrétiens, pour vous planter le décor si ma mémoire est bonne, c'est l'arrivée des premiers chrétiens à Rome et les circonstances. À un moment donné, je me souviens très bien, et si je ne me trompe pas, bien entendu, c'est à vérifier ça, mais je vous encourage à aller voir le film, et vous m'en reparlerez dans les commentaires, c'est qu'à un moment donné, on voit justement la scène où les premiers chrétiens ont été capturés et sacrifiés dans les arènes de Néron.
Néron, pour amuser le peuple. Néron aimait énormément les divertissements, le théâtre, les arts. Il était plus intéressé par ça que par autre chose. Donc oui, cette scène a été reprise dans ce film-là et elle est très très bien faite, je vous encourage à aller le voir. Donc on voit très bien que l'image noire de Néron a été aussi gardée dans les représentations cinématographiques, que ce soit par exemple avec le personnage d'Egon II qu'on compare à lui, même si on pourrait également même mettre d'une certaine manière Joffre Baratheon ensemble, même si il y a quand même quelques différences. Mais globalement, si on devait pouvoir en dire quelque chose, ça serait probablement à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut en dire. La légende noire concrètement de Néron, est-ce qu'elle est fondée, pas fondée? Je vous dirais que oui et non. Oui, Néron a fait de nombreux crimes de son vivant, c'est un fait. Maintenant, comme nous l'avons vu par rapport à l'incendie de Rome, il y a quand même deux hypothèses, il y a plusieurs hypothèses. Il y a ceux qui l'imputent à lui, parce que voilà, il voulait faire raser des quartiers moches de Rome, il a un peu sauté sur l'occasion, donc on peut justement se demander s'il n'en était pas l'auteur. Et d'autres vont se pencher plutôt sur le fait que c'était peut-être des conjurateurs favorables à son ex-femme qu'il a fait assassiner, et qui ont tout simplement voulu se venger de lui, tout simplement, même des opposants. Il y a plusieurs possibilités possibles à cet incendie, ou bien la faute à pas de chance, c'est-à-dire des circonstances climatiques qui faisaient que, entre les habitations vétustes, entre le fait qu'on faisait cuire les aliments sans vraiment grande sécurité, entre la salubrité des rues, entre la chaleur écrasante justement de ce mois de juillet 64, entre tout un tas de choses, plus la sécheresse, plus tout ça, ce qui fait que toutes ces conditions ensemble ont fait que, malheureusement, il y a eu cet incendie dans les rues de Rome, et malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas les matériaux qu'on connaît, et les matériaux de l'époque étaient inflammables, donc du bois, de la pierre, ce genre de choses, ce qui fait que cet incendie a ravagé, on va dire, une bonne partie de la cité romaine. Donc, est-ce que la légende noire de Néron est fondée? Je vous dirais, prenez-la avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de recul. Je vous encourage à faire vos propres recherches également, si vous voulez compléter les données données par cette vidéo. Si vous voulez en savoir davantage, je vous encourage vivement à le faire, ne serait-ce que pour vous, culture personnelle, mais également aussi peut-être pour vous lancer dans de nouveaux travaux sur l'empereur, si jamais le sujet vous intéresse. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.